Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Bethléem et je suis la formatrice du programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés ou PFPR dans la région d'Alberta. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de ma collègue Lydia Hermèche, coordonnatrice des services de langue française du PFPR. Alors, nous allons animer la séance d'aujourd'hui qui nous donnera une démonstration du nouvel portail. Voilà. Alors, nous allons animer la séance d'aujourd'hui qui nous donnera une démonstration du nouveau portail de résidence permanente d'IRCC pour les demandes de parrainage privé de réfugiés. Je vais... Pardonnez-moi. Donc, ce portail a été lancé le 1er novembre dernier. Cette séance-là s'adresse tout particulièrement au groupe de 5 et aux répondants communautaires. La séance a une durée de 2 heures et sera plutôt chargée, mais nous allons faire une courte pause au milieu. La séance sera enregistrée pour que vous puissiez accéder aux renseignements après la séance. Et nous vous envoyerons cet renseignement dès qu'il sera prêt. Dans la semaine à venir, nous allons également préparer des courtes vidéos de démonstration de certaines étapes et fonctionnalités du portail pour que vous n'ayez pas à regarder l'enregistrement du webinaire au complet qui sera trop long. On va envoyer un courriel lorsque ces vidéos seront prêtes. Alors, nous allons envoyer aussi les diapositives de la présentation dans un courriel de suivi, ainsi qu'un document comportant des renseignements complémentaires sur lesquels nous ne pourrons pas nous attarder aujourd'hui, mais je donnerai davantage de précisions sur ce document dans quelques instants. Puisque nous nous rencontrons aujourd'hui en mode virtuel, je voudrais commencer par reconnaître que nous nous trouvons dans des différentes régions de ce qu'on appelle maintenant Canada et que nous résidons sur le territoire traditionnel de plusieurs Premières Nations. Donc, je vais prononcer la reconnaissance du territoire d'Edmonton parce que je suis basée à Edmonton. Dans un esprit de paix, d'amitié et de compréhension, nous marchons aux côtés de nos relations avec les Premières Nations sur le territoire de Traité 6, un lieu de rencontre traditionnel des Cris, des Saulteaux, des Nitsipi, qu'on l'appelle aussi Pieds Noirs, des Sioux Nakota, des Dénés, des Métis et des Inuits. Nous sommes reconnaissants de l'occasion qui nous est donnée de partager un terrain d'entente. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Lydia qui va prononcer la reconnaissance du territoire. Alors, merci beaucoup Bethléem. Moi, je vous rejoins à partir de la région du Grand Toronto, qui est située sur les territoires traditionnels des Mississauga, de Crédit, des Anishinaabe, des Chippewa, des Haudenosaunee et des Wendat. Ce territoire abrite toujours des peuples diversifiés, des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Et je reconnais également que le territoire sur lequel est située la ville de Toronto est couvert par le traité 13 avec les Mississauga de Crédit. Alors, nous vous invitons à consacrer du temps à l'apprentissage, à la réflexion et à la reconnaissance de l'histoire des peuples des Premières Nations de la région où vous habitez et à réfléchir à comment nous pouvons chacune et chacun avancer à notre façon dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Et sur ce, je vais passer la parole à Bethléem pour la suite de la présentation. Merci Lydia. Donc, on va voir comment se servir de la plateforme de GoToWebinar. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude de se servir de la plateforme GoToWebinar, vous devrez voir
quelque part sur votre écran un panneau de configuration semblable à ce que je vous montre à l'écran en ce moment. Celui que vous voyez est peut-être en français, si vous avez de la chance, mais sinon, il ressemble à ce qu'il y a sur ma diapositive. Je vais vous donner quelques précisions sur les fonctionnalités de ce panneau. Votre son est coupé en ce moment, alors nous ne pouvons pas vous entendre, mais on aura du temps pour des questions à la fin du webinaire. Vous pouvez poser vos questions dans deux façons différentes à ce moment-là. Vous pouvez soit lever la main en cliquant sur l'icône de la main, et pendant la séance des questions et réponses, nous allons allumer votre micro pour que vous puissiez la poser oralement. Vous pouvez également taper votre question dans la boîte au bas du panneau de configuration. Pendant la séance de questions-réponses, nous lirons les questions dans l'ordre dans lequel nous les avons reçues. Si vous avez des problèmes techniques, si par exemple vous ne pouvez pas m'entendre, servez-vous également de cette boîte pour nous avertir. Si vous m'entendez en ce moment-là, je vais vous demander de taper oui dans la boîte aussi. Et finalement, il y a aussi un document que vous pouvez télécharger à partir du panneau de configuration dans la boîte Handouts, qui devrait normalement se trouver au bas du panneau, mais on ne le voit pas sur la diapositive. Ce document comporte des renseignements supplémentaires auxquels nous ferons brièvement allusion aujourd'hui, mais sur lesquels nous ne pourrons pas nous attarder. Donc, dans ce document, vous trouvez la terminologie pertinente au portail et des définitions, un tableau des rôles d'utilisateurs et d'autorisation dans le portail et des renseignements sur comment choisir un répondant principal, ça veut dire le membre du groupe de parrainage qui commence la demande dans le portail. On va également vous envoyer ce document par courriel, mais si vous voulez le parcourir pendant la séance, vous pouvez le télécharger en cliquant sur le nom du fichier dans la boîte Handouts. Et quand vous cliquerez sur le fichier, le document ne va pas se télécharger automatiquement. Il va d'abord s'ouvrir dans une page web et vous pourrez le télécharger à partir de cette page web. Donc, avant de commencer, nous allons rapidement vous expliquer qui nous sommes au programme de formation sur le parrainage privé des réfugiés et ce que nous faisons. Nous sommes un programme national, mais nous ne formons pas les groupes de parrainage au Québec, puisque cette province a son propre système d'immigration et un programme de parrainage collectif de réfugiés qui est différent du programme fédéral de parrainage privé de réfugiés. Les renseignements qui seront partagés dans cette séance ne s'appliqueront pas nécessairement au Québec. Et nous appuyons tous les types de groupes de parrainage, à savoir les groupes de 5, les répondants communautaires et les organismes signataires d'entente de parrainage, que l'on s'appelle communément des CEP, ainsi que les groupes constitutifs et partenaires de parrainage, ou on les appelle correspondants des CEP. Le PFPA est financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, ou IRCC. Il est administré par Catholic Cross Cultural Services, qui est un organisme d'établissement dans le Grand Toronto. Même si notre bureau principal est à Toronto, nous avons une présence à travers le Canada et nous avons des formateurs dans toutes les provinces, à l'exception du Québec. Nous avons du personnel francophone ou bilingue à Edmonton, Toronto et Ottawa. Donc, vous trouvez les coordonnées de toute notre équipe sur notre site web qui vient d'apparaître à l'écran. Donc, le mandat du PFPR est de fournir de l'information,
de la formation des ressources sur tous les aspects du parrainage privé des réfugiés. Et notre cible, ce sont les groupes qui parrainent ou envisageant de parrainer des réfugiés, ainsi que toute autre personne au Canada qui s'intéresse au parrainage privé des réfugiés. Nous soutenons les groupes de parrainage de plusieurs façons différentes, comme en offrant des ateliers et des webinaires en virtuel ou en présentiel sur plusieurs sujets différents concernant le parrainage de réfugiés, dont les exigences du programme et le contenu du dossier de demande, ainsi que les obligations des groupes de parrainage et la transition à la vie après le parrainage. Nous offrons aussi des cours de formation en ligne pour celles et ceux qui veulent approfondir leur connaissance du programme de parrainage privé de réfugiés. Nous créons aussi des ressources et des outils pour aider les parrains à s'acquitter de leurs obligations, comme par exemple, nous avons conçu un outil calculateur du soutien financier pour que les parrains puissent facilement calculer correctement le soutien financier qu'ils doivent fournir aux personnes parrainées. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Et on diffuse des renseignements et des mises à jour sur le programme de parrainage privé des réfugiés au nom d'IRCC auprès de la communauté de parrainage au moyen de notre liste de diffusion. Et notre site web se voit une ressource complète comportant des fiches d'information, des webinaires enregistrés et des documents d'IRCC sur le programme. Alors, le gros de notre travail est de répondre aux questions du public sur le programme de parrainage privé des réfugiés, que ce soit par téléphone, courriel ou sur rendez-vous. Nous avons d'ailleurs récemment inauguré notre ligne d'aide dont le numéro se trouve à l'écran, que vous pouvez appeler de 9h à 19h à l'heure de l'Est, du lundi au vendredi. Nos formateurs aident aussi les groupes de parrainage à préparer leur dossier de demande en y jetant un coup d'œil avant que le parrain soumette la demande à IRCC pour s'assurer qu'il est complète et rempli correctement. Donc, la séance d'aujourd'hui vous permettra de voir à quoi ressemble le nouveau portail de résidence permanente du ministère de l'Immigration. La séance vous donnera également un aperçu des étapes de création d'une demande dans le portail. Comme vous pouvez le voir, l'ordre du jour est plutôt chargé, mais on va partager beaucoup de renseignements au cours de cette séance. On va aussi expliquer comment utiliser le nouveau portail ARP, étape par étape. La première étape est comment créer un compte d'utilisateur et se connecter au portail. La deuxième étape est comment commencer une demande et inviter des participants comme les membres du groupe de parrainage et le demandeur principal réfugié. La troisième étape est d'ajouter des renseignements à propos du demandeur principal réfugié et des autres membres du groupe. La quatrième étape est de remplir la demande, qui compris les formulaires numériques intégrés dans le portail et les formulaires PDF. On parlera ensuite de comment téléverser les documents justificatifs et autres formulaires supplémentaires. Et finalement, on arrivera à la dernière étape de la demande, qui est la déclaration du demandeur principal et la soumission de la demande. La toute dernière partie de la séance portera sur les courriels automatiques émis par le portail et sur les actions qui vont toujours effectuées à l'extérieur du portail. Alors, on va partir maintenant à la découverte du nouveau portail de résidence permanente
pour la soumission des demandes de parrainage privé. Donc, le portail de résidence permanente ou portail RP a été étendu et il permet depuis le 1er novembre 2023 de soumettre en ligne des demandes de parrainage de réfugiés. Il y aura un délai de grâce pendant la période de transition de l'envoi des demandes par courriel à la soumission en ligne uniquement. Le délai de grâce s'étendra jusqu'au 31 décembre 2023 et l'avantage de ce portail est qu'il permet d'accéder. Voilà, donc l'avantage de ce portail est qu'il permet d'accéder au formulaire et de remplir certains d'entre eux directement en ligne. Il se veut également un guichet unique qui offre la possibilité de télécharger les formulaires et documents justificatifs, puis de soumettre la demande, le tout à partir d'un seul endroit. Ce portail permet également d'envoyer des données privées de façon plus sécuritaire. De plus, ce portail permet de rendre plus efficace la création des dossiers dans le système d'IRCC, ce qui rendra le traitement plus rapide. Et tous les types de groupes de parrainage peuvent se servir de ce portail, que ce soit des groupes de 5, des organismes communautaires ou des organismes signataires d'entente de parrainage et leurs groupes constitutifs ou partenaires de parrainage. Les représentants en immigration, comme les avocats ou les consultants en immigration, peuvent également désormais soumettre des demandes de parrainage privé de réfugiés en ligne ou au nom de leurs clients. Alors, on va voir maintenant comment les groupes de parrainage peuvent accéder au portail RP. Parlons de la première étape de création du demande dans le portail. Comment accéder au portail? Pour accéder au portail de résidence permanente, vous pouvez taper l'adresse du site du portail que vous voyez à l'écran dans le champ du URL de votre navigateur web, où vous pouvez taper portail RP dans Google. Une fois rendu sur la page du portail, vous la rencontrez grâce à son titre et à sa description. Vers le bas de la page, vous pourrez vous connecter à votre compte ou réinstaller votre mot de passe si vous avez déjà un compte, mais que vous avez oublié votre mot de passe. Et si vous n'avez pas encore créé du compte d'utilisateur, vous pourrez aussi faire à partir de cette page-là. Donc, pour créer un nouveau compte d'utilisateur, vous devrez utiliser une adresse de courriel valide qui sera associée à votre compte d'utilisateur dans le portail RP. Pour les groupes de 5, vous devez donner une adresse personnelle que vous avez choisie pour communiquer avec IRCC. Et il faut s'assurer d'utiliser une adresse de courriel que vous vérifiez régulièrement. Et sachez qu'une fois qu'un compte d'utilisateur a été créé dans le portail RP, vous ne pouvez plus changer l'adresse du courriel qui lui est associée. Pour les répondants communautaires, il serait utile de créer une adresse de courriel pour votre organisme
réservé pour les activités de parrainage de l'organisme qui vous servirait pour communiquer avec IRCC. Vous pourrez créer votre compte du portail ARP à l'aide de ce courriel. Par exemple, si votre organisme s'appelle Bouée de sauvetage, l'adresse de courriel que vous pourriez utiliser pour le compte de répondant principal pourrait être parrainage@bouedesauvetage.org. Là encore, même principe, vous ne pouvez plus changer l'adresse du courriel associé avec ce compte utilisateur une fois qu'il aura été créé. Donc, le groupe de parrainage devrait se servir de la même adresse qui est associée au compte du répondant principal lors de toute communication avec IRCC au sujet d'une demande soumise par l'entremise du portail. Vous devrez ensuite choisir un mot de passe qui comporte une combinaison unique de lettres, de chiffres et de caractères. Si votre mot de passe ne répond pas à l'un des 6 paramètres énumérés sur cette page, le critère manquant ne sera pas précédé d'un coche verte. Dans cet exemple, il manque des caractères spéciaux dans le mot de passe. Une fois que vous avez créé un mot de passe qui répond à tous ces critères, vous devez cliquer sur la petite boîte pour cocher et indiquer que vous avez lu et vous acceptez les conditions d'utilisation et les politiques de confidentialité. Puis, cliquez sur le bouton de votre compte. Donc, la prochaine étape de la création du compte, c'est que vous allez recevoir un courriel qui contient un code de vérification unique. Si vous ne trouvez pas ce courriel dans votre boîte de réception, il faut vérifier dans votre dossier de courriel. Vous devrez saisir ce code dans le champ pertinent pour terminer l'inscription du compte utilisateur. Une fois que vous aurez saisi le code de vérification, cliquez sur le bouton pour compléter l'inscription. Et si vous avez saisi le code correctement, vous verrez une confirmation de la création du compte dans une boîte verte à l'autre de la page. Et votre compte d'utilisateur sera alors prêt et vous pourrez utiliser l'adresse de courriel et le mot de passe choisi durant la création du compte pour vous connecter au portail. Alors, maintenant, on a terminé la première étape qui était la création du compte. On va voir comment vous connecter au portail une fois que vous aurez un compte. Pour accéder au portail de résidence permanente, vous pouvez taper l'adresse du site du portail dans votre navigateur web ou plus simplement, vous pouvez taper portail ARP dans Google. Lorsque vous serez dans le site du portail ARP, vous pourrez ouvrir une session en tapant l'adresse du courriel lié au compte et le mot de passe. Puis, vous pourrez cliquer sur le bouton pour ouvrir la session. Lorsque vous vous retrouvez dans cette page, vous saurez que vous êtes connecté à votre compte parce que près du coin supérieur droit, vous verrez votre adresse de courriel ainsi que l'option de fermeture de la session. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Lydia pour continuer.
Merci beaucoup, Bethléem, de cette introduction au portail. Et donc, avant de voir comment commencer une demande dans le portail, je vais revenir sur une notion qui est nouvelle au programme de parrainage privé des réfugiés, mais qui est essentielle à l'emploi du portail, à laquelle Bethléem a déjà fait allusion, et c'est la notion de répondant principal. Alors, pour ceux d'entre vous qui avaient assisté à nos séances d'information du mois de septembre, vous connaissez déjà un peu la notion, ça sera un rappel, mais pour ceux qui n'ont pas pu assister à ces séances-là, on va parler plus en détail, on va expliquer ce que c'est que le répondant principal. Alors, désormais, pour pouvoir soumettre une demande par l'entremise du portail RP, il faudra choisir un membre du groupe de parrainage qui sera le répondant principal. Alors, je vous rappelle tout d'abord rapidement que dans la terminologie du ministère de l'Immigration, les groupes de parrainage ainsi que les membres individuels du groupe de parrainage s'appellent des répondants, d'où la notion de répondant principal. Alors, la chose la plus importante à retenir par rapport au rôle du répondant principal dans la préparation des demandes dans le portail ERP, c'est que c'est le répondant principal qui amorce ou qui commence les demandes dans le portail. Par conséquent, étant la personne qui a commencé la demande dans le portail, le répondant principal aura certaines tâches qui lui sont particulières, comme par exemple, ça sera la seule personne qui pourra inviter ou supprimer d'autres membres du groupe. Et c'est surtout la seule personne qui peut soumettre la demande terminée à IRCC, mais on va revenir sur ces points. Alors, une fois que le répondant principal aura commencé ou amorcé la demande, il ajoutera dans le portail le nom et l'adresse de courriel des autres membres du groupe de parrainage. Et le répondant principal peut aussi inviter le demandeur principal réfugié à la demande, mais on verra que c'est facultatif d'ajouter le demandeur principal réfugié et ça dépend un peu des circonstances dans lesquelles se trouve le demandeur principal réfugié. Dès qu'une personne sera invitée au portail, invitée à la demande dans le portail, il ou elle recevra un courriel automatique envoyé par le portail. Alors, on va voir un peu davantage les tâches qui sont particulières au répondant principal ainsi que les tâches que peuvent effectuer les membres qui sont invités à la demande dans le portail. C'est pour vous aider un peu à voir qui vous devriez choisir dans votre groupe comme répondant principal. Encore une fois, pour ceux qui ont assisté aux séances d'information de septembre, ça sera un peu un rappel, mais étant donné qu'on partage énormément de renseignements dans la séance, ça vaut la peine de revenir sur certains de ces points. Alors, dans un groupe de 5, le répondant principal peut être n'importe quel membre du groupe, mais une fois que vous aurez vu un peu les tâches du répondant principal, vous verrez qui serait la personne indiquée dans votre groupe. Si vous faites plutôt partie d'un organisme répondant communautaire, comme Bethléem l'avait dit tout à l'heure, au moment de créer le compte de répondant principal, il faudrait utiliser une adresse, non pas l'adresse d'une personne particulière dans l'organisme, mais plutôt une adresse de courriel de l'organisme réservée aux activités de parrainage qui sera utilisée pour toute communication avec le gouvernement au sujet de la demande et donc utiliser cette même adresse pour créer le compte de répondant principal dans le portail RP. Les représentants en immigration, comme les avocats ou les consultants en immigration, peuvent également amorcer des demandes au nom de leurs clients qui sont des répondants, des membres d'un groupe de parrainage. Ces représentants en immigration auront également la responsabilité de soumettre la demande si c'est eux qui l'amorcent. Donc, le représentant en immigration peut jouer un rôle semblable à celui du répondant principal, mais seulement s'il représente le groupe de parrainage lors de toute communication avec le gouvernement. Si le groupe de parrainage se sent à l'aise de
de commencer la demande dans le portail et de la préparer, mais qu'ils souhaiteraient avoir de l'aide d'un représentant pour remplir les formulaires du demandeur principal réfugié. Dans ce cas-là, le répondant principal peut inviter un représentant à la demande, mais le représentant aidera uniquement pour préparer les formulaires et les documents du demandeur principal réfugié. Alors, on va maintenant voir d'un peu plus près les tâches particulières au répondant principal. C'est le répondant principal qui, comme on l'a déjà vu, amorce une demande. Le répondant principal a aussi la possibilité d'inviter le demandeur principal réfugié, mais c'est facultatif. Ça dépend. Est-ce que le demandeur principal réfugié a accès à une connexion Internet fiable? Est-ce qu'il a accès à un ordinateur? Est-ce qu'il se sent à l'aise avec les ordinateurs et est-ce que le demandeur principal réfugié maîtrise suffisamment le français ou l'anglais pour pouvoir se servir lui-même ou elle-même du portail. Donc, ça sera des facteurs que vous devrez prendre en compte au moment de décider si vous pouvez inviter, si ça vaut la peine d'inviter le demandeur principal à la demande ou pas. Le répondant principal peut aussi inviter, a l'obligation en fait d'inviter les autres membres du groupe. Il peut aussi supprimer les autres membres du groupe s'il souhaite se désister de la demande. Le répondant principal a aussi l'obligation de vérifier que tous les bons formulaires ont été téléversés dans le portail et qu'ils ont été bien remplis. Et il doit aussi vérifier tous les autres documents téléversés dans le portail, évidemment. Et le répondant principal est la seule personne impliquée dans la demande qui peut soumettre la demande. Donc, la personne qui amorce la demande doit aussi la soumettre. Et le répondant principal peut également, bien sûr, voir l'état de toutes ces demandes dans le portail, donc voir si la demande est toujours en cours de préparation, si elle a été soumise au gouvernement ou si elle a été retournée par le gouvernement. Et on reparlera davantage de ces différents états dans quelques minutes. Le répondant principal peut aussi voir, modifier et supprimer les demandes qui n'ont pas encore été soumises. Il peut envoyer de nouveau les mots de passe temporaires. Alors, et on le verra un peu davantage dans quelques minutes, lorsqu'une personne est invitée à une demande, elle reçoit un courriel qui comporte un mot de passe temporaire. Ce mot de passe expire après 30 jours. Donc, si la personne qui a été invitée à la demande n'a pas accédé au portail dans les 30 jours suivant la réception du courriel d'invitation, le répondant principal peut lui envoyer à nouveau un mot de passe temporaire. On verra comment le faire dans quelques instants. Le répondant principal est la seule personne qui peut télécharger un fichier zip du dossier de demande complet une fois qu'il a été soumis. Et le répondant principal peut voir les documents personnels de tous les membres du groupe. Donc ça, c'est un point important, il faut le savoir au moment de choisir le répondant principal, puisque le répondant principal a l'obligation de vérifier l'ensemble de la demande. Il ou elle est la seule personne qui peut voir tous les documents, tous les renseignements des autres membres du groupe, y compris des documents qui sont plutôt sensibles. Donc, gardez ça à l'esprit. Maintenant, on va parler des actions que peuvent effectuer les personnes qui sont invitées à la demande, donc les autres membres du groupe. Dans un groupe de 5, le répondant principal doit inviter les 4 autres membres du groupe et s'il y a plus de 5 personnes dans le groupe, il faut toutes les inviter au portail. Mais si vous faites partie d'un organisme répondant communautaire et que vous collaborez soit avec un autre organisme ou, ce qui est plus souvent le cas, avec des individus qu'on appelle des partenaires de parrainage ou encore des co-répondants, vous devriez également inviter ces partenaires au portail, à la demande dans le portail. Alors, les membres du groupe qui ont été invités à la demande peuvent créer un compte utilisateur dans le portail. Ils peuvent voir l'inventaire des demandes auxquelles ils ont été invités.
Ils peuvent voir et modifier, ce qui signifie remplir les formulaires des personnes réfugiées. Ils peuvent aussi téléverser leurs propres documents personnels d'identité et financiers, et ils peuvent également verser les formulaires et documents justificatifs des membres du groupe ou les leurs, ou encore les documents justificatifs des réfugiés. Donc, ils peuvent faire pas mal de choses. Il y a quand même certaines restrictions et donc on va en parler. Les membres du groupe qui ont été invités à la demande ne peuvent pas inviter d'autres personnes à la demande. Ils ne peuvent pas non plus supprimer des membres du groupe. Ils ne peuvent pas se supprimer eux-mêmes non plus. Alors, on verra ce qu'il faut faire si un membre du groupe veut quitter la demande. Les membres invités ne peuvent pas soumettre des demandes. Ils ne peuvent pas supprimer la demande au complet non plus. Ils ne peuvent pas non plus, bien sûr, voir ou modifier des demandes auxquelles ils n'ont pas été invités, heureusement. Et ils ne peuvent pas voir les documents personnels des autres membres du groupe de parrainage, dont les documents de statut au Canada, par exemple, ou les documents financiers. Donc ça aussi, c'est important. Les documents personnels des membres du groupe sont en général protégés, sauf pour le répondant principal qui peut, je le rappelle, voir tous les documents de tous les membres du groupe, mais les autres membres du groupe ne peuvent pas voir leurs documents entre eux, si vous voulez. Alors, il y a quand même une certaine protection. Alors, pour récapituler, le répondant principal c'est quelqu'un qui est à l'aise avec la technologie et qui devrait être en mesure de gérer tous les documents et les formulaires téléversés dans le portail par toutes les différentes personnes impliquées dans le parrainage. Mais gardez à l'esprit, encore une fois, que cette personne pourra accéder à des renseignements délicats sur tous les membres du groupe, donc ça devrait être une personne discrète. Et on recommande que tous les membres du groupe participent à la décision du choix du répondant principal. Alors, on revient maintenant dans le portail. Bethléem nous a montré comment ouvrir une session dans le portail, comment créer un compte de répondant principal. On va maintenant voir comment commencer une demande dans le portail. Alors, on se trouve actuellement dans l'image qu'on voit sur la diapo, dans la page d'accueil du portail. Alors, il faut faire défiler jusqu'au bas cette page d'accueil, jusqu'à cette section qu'on voit en ce moment. Vous pouvez ignorer la partie gauche de la page. Elle s'adresse aux personnes qui se trouvent déjà au Canada, qui souhaitent soumettre une demande concernant leur carte de résidence permanente. Alors, pour commencer une demande de parrainage privé de réfugiés, vous allez voir du côté gauche où on a deux boutons. La seule personne, encore une fois, qui peut cliquer sur le bouton du haut qui dit « Commencer une nouvelle demande », c'est le répondant principal. Mais tous les autres membres du groupe ne pourront cliquer que sur le deuxième bouton qui dit « Consulter ma demande de résidence permanente ». Alors, un petit rappel que la seule personne qui peut amorcer la demande, c'est le répondant principal. Et avant de voir les étapes suivantes pour commencer une demande dans le portail, je vais encore une fois m'interrompre et faire un petit détour à l'extérieur des étapes de la démonstration pour vous montrer à quoi ressemble la liste des demandes une fois qu'elles ont été créées, parce que cette liste comporte des renseignements qui vous seront utiles au moment de commencer la demande. Donc, c'est pour vous expliquer certains renseignements qu'on vous demande au moment de commencer la demande. Alors, on va aller consulter une liste de demandes de résidence permanente qui ont déjà été créées. Alors, sur cette diapo, on voit une liste de demandes associées à un compte utilisateur en particulier. Si vous êtes le répondant principal, vous verrez toutes les demandes que vous avez commencées dans cette liste ou toutes les demandes auxquelles vous avez été invité. Si vous faites partie d'un organisme répondant communautaire qui soumet plusieurs demandes de parrainage par année, vous voudrez utiliser un seul compte répondant principal justement pour cette raison, parce que ça vous permettra de voir en un point centralisé toutes les demandes que vous avez soumises. Si
on était plutôt un membre d'un groupe de parrainage qui a été invité à une demande et qu'on avait été invité à une seule demande, on ne verrait que cette demande-là. Mais si vous avez été invité à plusieurs demandes, vous verriez une liste un peu plus fournie comme celle qui se trouve à l'écran. Et donc, toutes les demandes se trouvent énumérées dans un seul endroit dans le tableau de bord du portail. On verra comment accéder à cette liste dans quelques instants. Alors, je veux attirer votre attention sur certains éléments de cette liste qui sont importants. Dans la première colonne, on a le nom de la demande. Ce nom, c'est un nom que vous choisissez au moment de créer la demande, de commencer la demande. C'est un nom qui n'a aucune valeur officielle aux yeux du gouvernement. C'est tout simplement pour vous aider à retrouver une demande plus facilement. C'est surtout important si vous soumettez plusieurs demandes. Par année ou en même temps, le fait de mettre un titre assez descriptif vous aidera à retrouver la demande plus facilement. Alors, il n'y a pas de règle particulière pour nommer les demandes, mais on vous recommande de mettre le nom de famille du demandeur principal en majuscule, suivi du prénom et de la date de naissance, tout simplement, pour que vous puissiez repérer tout de suite la demande. Si vous êtes un organisme répondant communautaire et que vous collaborez avec des partenaires de parrainage, qui peuvent encore une fois être soit des organismes, soit des individus, on vous recommande d'ajouter le nom du partenaire de parrainage également au nom de la demande, encore une fois, pour retrouver la demande plus facilement. Donc, dans l'exemple à l'écran, l'organisme partenaire de parrainage de notre répondant communautaire s'appelle Aider les réfugiés à vivre. Donc, on a mis le nom dans le nom de la demande. Une fois que la demande aura été soumise, j'anticipe un peu, mais en dessous du nom de la demande, dans le tableau de bord, dans la liste du répondant principal, le répondant principal pourra cliquer sur un lien qui dit « Télécharger la demande » pour pouvoir télécharger une copie complète de la demande pour la conserver dans les dossiers du groupe de parrainage. Dans la deuxième colonne, on a le programme d'immigration. Donc, pour les parrainages de réfugiés, ça sera toujours, l'étiquette du programme sera toujours réfugié. Si par contre notre répondant principal en question avait également soumis une demande de regroupement familial à l'aide du portail, on retrouverait également cette demande de regroupement familial dans la même liste, sauf que l'étiquette dans le programme de la colonne serait famille, mais c'est tout simplement pour que vous sachiez que si vous utilisez ce portail pour d'autres types de demandes de parrainage, d'autres types de demandes d'immigration, pardon, elles se retrouveront quand même dans la même liste. Et dans la troisième colonne, on a la catégorie qui indique que c'est une demande de parrainage privé de réfugiés soumise par un groupe de 5 ou un répondant communautaire. Dans la colonne suivante, on a la date de soumission pour les demandes qui ont été soumises au gouvernement ou encore la date de retour pour les demandes qui ont été jugées incomplètes par un agent du gouvernement. Et ensuite, on a la colonne du statut. Et là, il faut faire attention parce que ça porte à confusion. Le statut ne fait pas référence au statut de traitement de la demande ou à l'état de traitement de la demande une fois qu'elle a été soumise, mais ça fait plutôt référence à l'état de la demande dans le portail, donc avant la soumission de la demande. Une demande qui a été commencée, qui est en cours de préparation, sera signalée d'un bouton jaune orangé avec la mention « En cours ». Une demande qui est terminée, qui a été soumise au gouvernement, sera signalée d'un bouton vert avec la mention « Soumis ». Et finalement, une demande qui avait été soumise, mais à laquelle il manque des éléments, d'après l'examen d'un agent du gouvernement, sera signalée d'un bouton rouge avec la mention « Retourner ». Et on a ensuite la dernière colonne, c'est la colonne des actions, à partir de laquelle vous pouvez cliquer sur le bouton visualiser qui
vous permet en fait non seulement de voir la demande, mais aussi de travailler dessus et de remplir des champs et de modifier la demande. Et à côté de ce bouton visualiser, vous avez le bouton de la poubelle, qui est le bouton de suppression d'une demande. Alors là, il faut faire attention. Le répondant principal est la seule personne qui peut supprimer une demande. Les membres du groupe ne peuvent pas supprimer une demande et si les personnes qui ont été invitées à la demande veulent se retirer de la demande, elles doivent en parler avec le répondant principal. Le répondant principal est la seule personne qui peut supprimer des membres du groupe et on verra ça dans quelques instants. Alors voilà, une fois qu'on a vu cette liste des demandes créées, ça nous permettra de mieux comprendre les renseignements qu'on nous demande au moment de commencer la demande. Donc, pour récapituler, pour commencer une demande, on peut le faire à partir de la page d'accueil, donc la première page du portail. Et on a deux options. On peut soit se rendre dans le menu qui se trouve du côté gauche de la page principale, on va cliquer sur le menu qui dit « Demande de résidence permanente » et désolé, un petit rappel encore une fois que seul le répondant principal peut amorcer la demande, mais je pense qu'à ce stade-ci, vous l'avez bien compris. Alors, pour amorcer une demande, donc on a cliqué sur le menu de demande de résidence permanente et on a deux choix. On va cliquer sur l'option « Commencer une nouvelle demande ». La deuxième possibilité, c'est qu'on peut, comme on l'a vu tout à l'heure, faire défiler jusqu'au bas de cette page, aller voir du côté gauche et cliquer sur « Commencer une nouvelle demande ». Donc, deux façons de commencer à commencer une nouvelle demande. Une fois qu'on est dans la première page pour commencer une nouvelle demande, pour que le système puisse générer la demande correcte, vous devez identifier le type de demande que vous souhaitez créer. Alors, une chose qui est très importante à garder à l'esprit lorsque vous utilisez le portail ERP pour préparer une demande de parrainage de réfugiés, c'est que ce portail sert à soumettre des demandes pour plusieurs volets d'immigration, non seulement le programme de parrainage privé des réfugiés. Et ça a plusieurs conséquences qu'on va voir au cours de cette séance, mais la première conséquence, c'est qu'il faut bien sûr identifier la demande en question comme étant une demande de parrainage privé des réfugiés, soumise par un type de groupe de parrainage en particulier. Alors, pour ce faire, on va commencer par cliquer sur le premier menu déroulant qui nous demande le programme pour lequel on soumet une demande et on va choisir « Réfugiés ». Ensuite, on va choisir sur le deuxième menu pour la catégorie pour laquelle on présente une demande et on va choisir le programme de parrainage privé de réfugiés. Et finalement, dans le troisième menu, on va choisir le type de groupe de parrainage et pour notre exemple, on va choisir un groupe de 5. Ensuite, la prochaine étape, c'est de choisir le nom de la demande. Donc, on a vu pourquoi c'est important le nom de la demande. C'est le nom qui se trouve dans la première colonne de la liste des demandes créées. Donc, encore une fois, il n'y a pas de règle principale, de règle particulière pour ce nom de la demande. Choisissez tout simplement un nom qui vous aidera à retrouver la demande. Mais sachez quand même qu'une fois que vous aurez choisi le nom de la demande, vous ne pourrez plus le changer. Donc, réfléchissez-y un peu avant de choisir le nom parce que vous ne pourrez plus le changer. Et lorsque vous aurez répondu à toutes les questions sur cette page, cliquez sur le bouton « Continuer » pour passer à l'étape suivante qui vous demande des renseignements sur le répondant principal. Donc, vous allez commencer par votre nom. Un petit rappel que dans un groupe de 5, n'importe quel membre du groupe de parrainage pourrait, en principe, être le répondant principal, mais vous voudrez choisir une personne conformément aux tâches qu'on a vues il y a quelques minutes. Alors, tous les champs qui sont précédés d'une astérisque rouge sont obligatoires, ce qui signifie donc que vous devez saisir quelque chose dans le champ en question. Alors, vous devez au minimum mettre un nom de famille pour le répondant principal et lorsque vous cliquez sur le bouton « Continuer » à ce stade-ci, vous verrez une bannière verte
au haut de la page. Ici, la bannière verte, elle est très petite, on ne la voit pas très bien, mais elle est encadrée de rouge. Alors, cherchez le cadre rouge. Cette bannière vous dit que vous avez commencé une demande avec succès. Donc, on a déjà franchi la première étape, on a commencé la demande. Et à ce stade-ci, vous pouvez, si vous le souhaitez, fermer votre session dans le portail pour continuer à travailler sur votre demande à un autre moment, ou encore, vous pouvez continuer à travailler sur votre demande. L'essentiel, c'est de savoir que vous n'êtes pas obligé, bien sûr, de terminer la demande d'un seul coup. Vous pouvez la faire étape par étape, vous pouvez vous interrompre, enregistrer une partie, ne pas revenir au portail pendant quelques jours, y revenir plus tard et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez terminé. Pour accéder à la liste de vos demandes, comme la liste qu'on a vue il y a quelques minutes, vous pouvez donc vous rendre dans le menu du haut de la page, encore une fois sur l'onglet « Demande de résidence permanente ». Et là, vous allez cliquer sur « Voir mes demandes ». Et là, on va voir cette liste qui ressemble à celle qu'on a vue en détail il y a quelques minutes. Mais ne vous en faites pas, je ne vais pas passer en détail la liste à nouveau. Je vais tout simplement vous montrer que la demande qu'on vient de créer se trouve maintenant dans cette liste au bas de l'icône de l'ordinateur à côté de la flèche verte. Et pour travailler sur cette demande, il suffit de cliquer sur le bouton « Visualiser ». Donc, ça porte un peu à confusion. Visualiser, ça donne l'impression qu'on peut seulement voir la demande, mais en fait, c'est le bouton qui permet de travailler sur la demande. Alors, une fois que la demande a été commencée, vous devez saisir les renseignements du demandeur principal réfugié. Mais juste avant de parler du profil du demandeur principal réfugié, je veux attirer votre attention sur sur les trois parties de la demande dans le portail. Alors, dans le coin supérieur droit, on voit trois onglets. On a profil du demandeur principal, membre du groupe et demande. Profil du demandeur principal, c'est donc la première étape et on va voir ça dans quelques instants. La deuxième étape, c'est membre du groupe. C'est l'endroit où vous allez inviter des membres du groupe. Et vous voyez qu'à côté de membre du groupe, il y a une espèce de petite icône. C'est dur à voir, mais c'est une cloche sur fond orange. Cette cloche indique que vous n'avez pas invité suffisamment de membres au parrainage. Alors, pour un groupe de 5, ça signifie que vous n'avez pas encore invité les 4 autres membres du groupe. Et cette clochette disparaîtra une fois que vous aurez invité les 5 membres du groupe au moins à la demande. Et le troisième onglet, c'est l'onglet de la demande. C'est là où on constitue la demande, mais on reverra ça un peu plus tard. Alors, pour l'instant, on va revenir au profil du demandeur principal. La première chose que vous devez faire, c'est remplir certains renseignements de base sur le demandeur principal réfugié, dont la langue de correspondance préférée, son nom de famille et sa date de naissance. Vous devez ensuite indiquer certains éléments de son adresse postale, puis vous avez la possibilité d'indiquer si l'adresse du domicile du demandeur principal est identique à l'adresse postale. Et si elle ne l'est pas, il y aura des champs qui vont apparaître pour saisir les détails de l'adresse résidentielle actuelle du demandeur principal. Et une fois que vous aurez rempli ces renseignements-là, vous aurez la possibilité d'ajouter des personnes à charge, donc à la charge du demandeur principal. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton au bas de la page pour ce faire. Et une nouvelle boîte va apparaître où on peut saisir les renseignements de la personne à charge. Et lorsque vous aurez saisi ces renseignements-là, le bouton de sauvegarde deviendra actif au bas de la boîte. Et lorsqu'on aura cliqué dessus, ça nous amènera à une autre page qui montrera qu'une personne à charge a été ajoutée. À ce stade-là, on pourra modifier au besoin les renseignements de la personne à charge qui a été enregistrée. Ou au besoin, on pourra également supprimer une personne à charge à partir de la page sur laquelle nous nous trouvons en ce moment.
On peut également ajouter d'autres personnes à charge ou on peut le faire évidemment à un stade ultérieur. Et une fois que vous aurez terminé votre travail sur les personnes à charge du demandeur principal, vous pourrez cliquer sur le bouton au bas de la page qui dit « Enregistrer et continuer » pour procéder à la prochaine étape. Donc, on va maintenant voir comment inviter d'autres membres du groupe à la demande. On va d'abord ajouter d'autres répondants à la demande. Encore une fois, seul le répondant principal a le droit d'inviter des personnes à la demande et le répondant principal doit, s'il s'agit d'un groupe de 5, inviter au moins 4 autres membres du groupe à la demande. Alors, sur cette diapo, on voit vers le bas de la section de l'ordinateur un rectangle avec un nom qui se trouve à l'intérieur qui est peut-être un peu difficile à lire. C'est le nom du répondant principal qui, dans notre exemple, s'appelle Joël Gagnon. Et ce Joël Gagnon, qui est répondant principal, va inviter d'autres membres, d'autres répondants à la demande. Si vous faites partie d'un répondant communautaire, vous allez inviter vos partenaires de parrainage à partir de cette même page. Le procédé est tout à fait le même, mais dans notre exemple, on va faire l'exemple d'un groupe de 5. Alors, pour inviter un autre répondant, on va cliquer sur le bouton « Inviter un autre répondant ». Oh, pardon. Voilà, vous devriez à nouveau voir la PowerPoint, je suis désolée. Alors, on a cliqué sur un autre répondant et on nous demande de saisir des renseignements sur les autres membres du groupe de parrainage. Ici, on ajoute un autre membre d'un groupe de 5 qui s'appelle Amélie Dubois. Et une fois qu'on aura rempli ces renseignements, on cliquera sur le bouton « Envoyer l'invitation ». Et à ce stade-là, lorsqu'on aura invité Amélie, Amélie va recevoir un courriel automatique envoyé par le portail, donc qui viendra d'IRCC. Et ce portail l'invitera à ce courriel, l'invitera à accéder au portail à l'aide du lien qui se trouve dans le courriel et ainsi qu'à l'aide du mot de passe temporaire. Et là, on peut voir qu'on a un rectangle supplémentaire. Alors, les renseignements d'Amélie Dubois ont été ajoutés à la page des membres du groupe. Les renseignements de chaque personne invitée apparaissent comme des blocs distincts. Donc, c'est des rectangles pour chaque membre du groupe. Pour les membres d'un groupe de 5, il y aura un message d'erreur qui s'affiche si vous n'avez pas encore invité les 5 membres du groupe. Et dès que vous aurez invité les 5 membres du groupe, ce message s'effacera. Alors, c'est à partir de cette page, ça correspond à la page de gestion des membres du groupe. Vous pouvez retirer un membre du groupe à partir de cette page. Le répondant principal est encore une fois la seule personne qui peut retirer un membre du groupe. Donc, vous pouvez le faire en cliquant sur le texte rouge. Vous pouvez également renvoyer le mot de passe temporaire qui se trouvait dans le courriel d'invitation. Alors, les membres du groupe peuvent cliquer sur leur propre bouton « Plus de détails » pour voir uniquement leur propre bloc de renseignements. Je vous rappelle qu'ils ne peuvent pas accéder aux renseignements protégés des autres membres du groupe, à l'exception du répondant principal qui peut accéder aux renseignements de tout le monde, mais sinon, les autres membres du groupe ne peuvent pas. Et c'est dans ce bloc protégé qu'il faut téléverser les documents qui comportent des renseignements délicats pour que seul le répondant en question et le répondant principal puissent les voir. Alors, pour un groupe de 5, il y a plusieurs documents qui peuvent être téléversés dans ce bloc protégé. Vous devez absolument suivre le guide de demande de parrainage pertinent pour votre type de groupe de parrainage
pour vous assurer de bien téléverser les documents requis. Alors, comme je l'ai déjà mentionné, il y a des astérisques rouges à côté de chaque document qui est obligatoire, mais ne vous fiez pas trop au portail parce qu'il se pourrait que certains éléments que votre groupe de parrainage doit soumettre obligatoirement ne sont pas signalés avec une astérisque rouge, tout simplement parce qu'ils ne sont pas obligatoires pour tous les utilisateurs du portail. Alors, on revient. Je donnerai un exemple pour que ça soit un peu plus clair. Mais on va commencer par les documents qui sont signalés comme étant obligatoires dans cette section. Donc, puisque c'est difficile à voir, je vais le lire. Donc, ce qui est obligatoire, c'est le formulaire d'évaluation du répondant que chaque membre du groupe doit soumettre, la preuve de statut au Canada et la vérification du casier judiciaire. Pour ajouter ces documents dans le portail, vous allez cliquer sur le gros bouton télécharger, qui signifie en fait téléverser dans ce cas-ci, qui se trouve dans la rangée du document en question. Mais il se pourrait que vous deviez également téléverser des documents ou des formulaires qui ne sont pas signalés d'une astérisque rouge. Alors, par exemple, on a le formulaire du profil financier qui n'est pas signalé d'une astérisque rouge, alors que tout membre du groupe qui contribue financièrement à partir de son revenu personnel doit soumettre ce formulaire. Et c'est pareil pour l'avis de cotisation. Tout membre du groupe qui contribue financièrement doit le soumettre, mais par contre, ça n'est pas signalé comme étant obligatoire. Et la raison pour laquelle ça n'est pas signalé comme étant obligatoire, c'est parce que les membres du groupe qui ne contribuent pas financièrement, eux, ne doivent pas soumettre ces formulaires-là. Alors, le système du portail n'est pas très sophistiqué. Il ne permet pas de nuancer les exigences. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, fiez-vous bien au guide. D'ailleurs, vous pouvez accéder au guide à partir d'un lien dans le portail parce que les renseignements dans le portail lui-même pourraient vous induire en erreur. Parce que vous pourriez penser, ah, il n'y a pas d'astérisque à côté de ce document-là, je ne dois pas le téléverser, mais ça n'est pas nécessairement le cas. Je voudrais parler maintenant rapidement des groupes qui, au lieu de s'engager à verser une partie de leur revenu personnel, décident plutôt de ramasser l'argent et de le déposer à la banque avant de soumettre la demande. Ces groupes-là doivent, comme vous le savez sans doute, soumettre plein de documents pour prouver que le compte bancaire existe et que les fonds s'y trouvent. Donc, vous devez soumettre une lettre de la banque, des preuves de relevé bancaire, des dépôts, des explications concernant les dépôts, une explication de comment vous avez ramassé les fonds avec des preuves à l'appui. Tous ces documents-là, il faut les téléverser dans le bloc du répondant principal dans le type de document autre. Donc, puisque c'est des documents qui concernent le groupe dans son ensemble, il ne faut pas les téléverser dans le bloc d'un répondant en particulier, mais plutôt dans le bloc du répondant principal. Et les documents que vous téléversez dans le portail doivent se conformer à certaines exigences et vous devez nommer les fichiers en suivant une convention particulière. Alors, je vais interrompre la démonstration encore une fois pour parler pendant quelques minutes de ces exigences et de cette convention de nomination. Alors, si vous avez déjà soumis une demande par courriel au ministère de l'Immigration, vous savez que les documents doivent se conformer déjà à plein d'exigences par rapport à la taille et par rapport au nom du fichier. Malheureusement, c'est encore le cas dans le portail. Alors, le portail ne permet pas finalement vraiment de simplifier la préparation des fichiers. Mais le côté un peu plus positif, c'est que vous en avez peut-être déjà l'habitude. Alors, en ce qui concerne les types de fichiers acceptés par le portail, on peut y téléverser des documents au format PDF,
des images au format JPG, JPEG ou PNG, ainsi que des documents doc ou docx, c'est-à-dire des documents Word. En ce qui concerne la taille des fichiers, les fichiers téléversés dans le portail ne doivent pas dépasser 4 mégaoctets. Et si vous téléversez des images, elles doivent avoir une résolution minimale de 540 par 420 pixels. En ce qui concerne la convention d'appellation des fichiers, vous devez suivre l'exemple qui se trouve à l'écran. Donc, vous devez mettre nom, prénom, type de document, numéro. Le numéro, vous devez seulement le mettre si vous téléversez plusieurs documents du même type. Et il faut aussi faire attention aux caractères dans le nom du fichier parce que seulement certains caractères seront acceptés. Alors, vous ne pouvez mettre que des lettres majuscules ou minuscules ou des chiffres ou des tirets ou des traits de soulignement ou des points et c'est tout. Faites attention aux accents. Les accents ne seront pas acceptés. Alors, si le type de document ou le nom de la personne à qui appartient le document comporte des accents, ne mettez pas d'accent dans le nom du fichier parce que le portail ne pourra pas accepter ce fichier. Alors, je vais vous donner un exemple pour illustrer la convention d'appellation. Alors, on va prendre l'exemple d'un demandeur principal et de sa famille et d'un groupe de répondants fictifs. Disons que le demandeur principal, qui s'appelle Ali Kamran, voudrait téléverser un diplôme et un certificat comme preuve d'études. On a deux options. On peut soit sauvegarder ces deux documents séparément comme deux documents distincts et les téléverser comme deux documents distincts dans le portail. Et donc, dans ce cas-là, ils auront le même nom parce que c'est le même type de document, mais on indiquera la différence au nom à l'aide d'un chiffre. Donc, on aura Kamran Ali preuve d'étude 1 et Kamran Ali preuve d'étude 2. La deuxième option, c'est de fusionner ces deux documents en un seul document qu'on téléversera ensuite à condition qu'il fasse moins de 4 mégaoctets. Et ce document unique s'appellera Kamran Ali preuve d'étude. C'est cette deuxième option que préfère le gouvernement. Le gouvernement préfère que là où c'est possible que vous fusionniez les documents. Et si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, il y a des logiciels gratuits en ligne qui vous permettront de le faire. Donc, si vous les connaissez pas, écrivez-nous ou appelez-nous et on vous expliquera quel logiciel vous pouvez utiliser. On va maintenant voir l'exemple des photos. C'est pareil, on aurait l'option de soumettre les photos de chaque membre de la famille séparément, comme on peut le voir dans l'exemple, ou on pourrait les fusionner en un seul document PDF qu'on nommerait au nom du demandeur principal, suivi de photos. Et là encore, si c'est possible, c'est l'option que préfère le gouvernement. Donc là, lorsque vous le pouvez, fusionnez les documents au lieu de téléverser des documents séparés s'il s'agit de documents du même type. Et par rapport au nom du type de document, on va regarder quelques exemples pour voir. Donc, il suffit de mettre un nom qui indiquera clairement indiquerait clairement à l'agent d'immigration de quel document il s'agit. Alors, par exemple, pour l'annexe 2 du demandeur principal, on mettra nom de famille, prénom, du demandeur principal annexe 2, tout simplement. Donc, il suffit de mettre une version abrégée du document en question. Pour le document de détermination de statut de réfugié ou DSR, pareil, on mettrait tout simplement DSR pour indiquer le type de document. Pour la déclaration du demandeur principal qui sert de signature dans le portail, on verra ça à la fin, il suffira de mettre déclaration. Et c'est le même principe pour les documents des répondants. Donc, pour l'engagement de parrainage et plan d'établissement, on mettra nom-prénom du demandeur principal, engagement. Tout simplement, le mot engagement suffit. En ce qui concerne les documents particuliers à un répondant,
il faut mieux mettre le nom du répondant en question. Alors, pour le formulaire du profil financier, disons dans notre exemple, 2 membres du groupe de parrainage soumettent le profil financier. Donc, il faudrait mettre leur nom à eux sur chacun des formulaires. Comme on peut le voir dans l'exemple. Donc, on a mis Roy Alice profil financier ou Roy Jean profil financier. Et finalement, c'est la même chose pour le formulaire de l'évaluation du répondant qui doit être soumis par les 5 membres du groupe de parrainage. Mettez donc le nom de chaque répondant sur son formulaire pour le téléverser. Alors après ce petit détour, on revient dans le portail et on va finir de voir comment inviter des membres du groupe à la demande. Donc, dans le portail des membres du groupe, ça fait référence non seulement aux répondants, mais ça fait aussi référence au demandeur principal. Donc, dans la même page de gestion des membres du groupe, vous pourrez inviter le demandeur principal réfugié si ces circonstances lui permettent de participer à la demande dans le portail. Mais encore une fois, sachez qu'il n'est pas obligatoire d'inviter le demandeur à la demande. Alors, réfléchissez-y bien avant de l'inviter. Alors, vers la fin de la section de gestion des membres du groupe, vous pourrez inviter le demandeur principal. On nous demande s'il pourra, oui ou non, signer sa demande numériquement dans le portail. Si le demandeur n'a pas accès à Internet, ne se sent pas à l'aise avec les ordinateurs, ne maîtrise pas suffisamment le français ou l'anglais, ne l'invitez tout simplement pas et dites non. Si le demandeur principal réfugié ne peut pas accéder au portail, ça veut tout simplement dire que donc vous devrez l'aider à remplir ses formulaires et à téléverser ses formulaires, vous devrez le faire à sa place, et que vous devrez télécharger une version PDF du formulaire de consentement et de déclaration que le demandeur principal devra signer. Et une fois qu'il aura signé ce formulaire, vous allez le téléverser en son nom dans le portail. Si vous invitez, vous avez aussi la possibilité d'inviter un représentant du demandeur principal. Ça sera une personne qui communiquera avec IRCC au nom du demandeur principal. Donc, des fois, on nomme des représentants si le demandeur principal a vraiment pas du tout accès à Internet ou ne maîtrise pas le français ou l'anglais. Donc, ça sera impossible pour lui ou pour elle de communiquer avec le gouvernement. Dans ce cas-là, vous pouvez nommer un représentant. Donc, vous direz que oui, vous ajoutez un représentant ou non, vous n'en ajoutez pas. Quelques précisions par rapport aux représentants, parce qu'on vous demande si c'est un représentant enregistré. Un représentant enregistré, c'est par exemple un avocat ou un représentant en immigration. C'est une personne qui se fait payer pour représenter le demandeur principal auprès du gouvernement. Mais peu importe que cette personne soit rémunérée ou non pour ses services, elle devra remplir le formulaire du recours au service d'un représentant pour être autorisée à communiquer avec le gouvernement au nom du demandeur principal. Sachez qu'une fois qu'un représentant a été ajouté à la demande, vous ne pourrez plus le supprimer de la demande. Encore une fois, la seule façon de supprimer un représentant, ça sera de supprimer la demande et d'en commencer une nouvelle sans représentant ou avec un autre représentant. Par contre, si vous voulez changer de représentant une fois que la demande a été soumise, vous pourrez le faire par courriel à l'extérieur du portail. Si vous choisissez non, ça signifie que le représentant n'est pas payé pour représenter le demandeur principal auprès du gouvernement. Donc, en général, ça sera un membre de la famille ou un ami qui se trouve déjà au Canada. Cette personne recevra également une invitation, tout comme n'importe quel autre membre du groupe, et elle pourra accéder
au portail pour remplir les formulaires du demandeur principal et pour téléverser ces formulaires et ces documents. Elle ne pourra pas, par contre, voir les documents des membres du groupe, des répondants. Si par contre le représentant est rémunéré ou enregistré, ce représentant enregistré recevra également une demande à se joindre, mais il devra se joindre par l'entremise d'un portail légèrement différent. C'est le portail le portail RP du représentant, et pour vérifier qu'il s'agit bien d'un représentant rémunéré légitime, on lui demandera son numéro d'identification de membre, le nom de son entreprise ou de son cabinet et l'organisme de réglementation duquel il fait partie. Et ce représentant en immigration, s'il représente uniquement le demandeur principal réfugié, donc s'il a été invité par le répondant principal, il ne pourra toucher qu'au formulaire du demandeur principal, il ne pourra pas toucher au formulaire du groupe de parrainage, parce qu'il représente uniquement le demandeur principal réfugié. Alors, pour récapituler ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu comment accéder au portail, comment créer un compte de répondant principal, comment commencer une demande, comment inviter les membres du groupe et le demandeur principal ou son représentant à la demande. On est maintenant prêt à voir comment remplir la demande dans le portail, mais on vous avait promis une pause. Alors, on va prendre une pause de 5 minutes. Il est actuellement 19h20 heure de l'Est. Je vais m'arrêter ici et on va reprendre à 19h25 pour voir comment préparer la demande dans le portail. Alors, je vous souhaite une bonne pause et on se revoit dans 5 minutes. Alors, bon retour de pause. J'espère que vous avez pu souffler un peu, que je ne vous ai pas encore trop assommé pendant, pendant les dernières minutes. Alors, comme promis, on va maintenant voir comment remplir la demande dans le portail, mais on ne va pas entrer dans les détails des formulaires parce qu'on a d'autres formations pour ça. On va tout simplement vous montrer les différentes composantes de la demande dans le portail et ce qu'il faut téléverser et où le faire. Alors, pour accéder à la section du portail où on constitue le dossier de demande, il faut cliquer sur le menu des demandes dans le coin supérieur droit de la page, donc dans l'onglet demande. Et une fois rendu dans la section des demandes, vous verrez que du côté gauche de la page, il y a un menu de navigation qui vous permet de passer rapidement d'une section à l'autre de la demande. Mais si c'est la première fois que vous vous rendez dans le portail pour remplir une demande, on vous recommande bien sûr de lire et de faire défiler manuellement dans cette page pour bien prendre le temps de lire tous les renseignements qui s'y trouvent. Et on vous demande d'accorder une attention particulière à la section avant de commencer votre demande. Vous y trouverez des liens vers le guide de demande de parrainage pertinent pour accéder, pour votre type de groupe de parrainage. Il y a également des listes de contrôle de documents. Encore une fois, ne vous fiez pas trop au portail. On va voir d'autres sections où le portail pourrait vous induire en erreur. Donc, il faut toujours consulter le guide de demande de parrainage plutôt que le portail. Alors, un point extrêmement important que vous voyez, c'est tellement important que c'est écrit dans le portail, c'est que vous n'aurez pas à remplir tous les formulaires qui se trouvent dans cette partie du portail. Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, le portail RP sert à soumettre des demandes d'immigration pour plusieurs programmes différents. Donc, il y a plusieurs formulaires dans cette partie qui n'ont rien à voir avec le parrainage privé des réfugiés, mais qui concernent plutôt d'autres programmes d'immigration.
C'est pour ça qu'il est toujours très important de suivre les consignes du guide de demande de parrainage et les listes de contrôle et les liens vers ces documents qui vous aideront à préparer la demande se trouvent justement dans la section avant de commencer votre demande. Alors, on va maintenant cliquer sur le menu pour nous rendre à la section du formulaire IMM 008, le formulaire de demande générique pour le Canada. Alors, vous voyez que ce formulaire tombe sous la rubrique des formulaires numériques. Ça signifie numérique ici que le formulaire est intégré dans le portail. À l'heure actuelle, il y a seulement 2 formulaires qui sont intégrés directement dans le portail. C'est l'IMM 008, le formulaire de demande générique pour le Canada, et l'IMM 5669, l'annexe A d'antécédent déclaration du demandeur principal réfugié. Tous les autres formulaires doivent encore être remplis et soumis sous forme de PDF, comme vous le faites à l'heure actuelle. Alors, vous pouvez télécharger les formulaires PDF à partir de la section suivante de la page des demandes. Vous pouvez les télécharger. Il y a un lien en dessous du code du formulaire pour télécharger, par exemple, l'engagement de parrainage et plan d'établissement des groupes de 5 ou l'annexe 2 réfugiés hors Canada. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous trouver à l'intérieur du portail lorsque vous remplissez ces formulaires PDF, puisque vous devez les remplir à l'extérieur du portail. Et en passant, les autres formulaires du groupe de parrainage ne se trouveront pas dans la section des formulaires PDF. Donc, ils ne se trouvent pas dans la section des demandes, ils se trouvent plutôt dans le bloc protégé de renseignements sur chaque membre du groupe, dans la section de gestion des membres du groupe, puisque chaque membre du groupe doit les téléverser par lui ou elle-même. Alors, une fois que vous aurez rempli ces 2 formulaires-là, l'IMM 5670, l'engagement de parrainage, et l'annexe 2, vous pouvez les téléverser à cette partie de la demande en cliquant sur le gros bouton bleu qui dit télécharger, qui signifie dans ce cas-ci téléverser, et le document sera ainsi téléversé. Pour l'annexe 2, comme vous le savez, tous les membres de la famille du demandeur principal doivent remplir l'annexe 2 réfugiés hors Canada s'ils sont âgés de plus de 18 ans. Alors, sachez que, par exemple, si on a un demandeur principal et là, on a téléchargé le formulaire du demandeur principal, pour téléverser l'annexe 2 de l'épouse, par exemple, du demandeur principal, il suffit de cliquer sur le même bouton télécharger dans la rangée de l'annexe 2 pour téléverser également le formulaire annexe 2 de l'épouse. Alors, vous pouvez téléverser plusieurs documents du même type dans une même rangée si vous devez le faire. Alors, on va maintenant finalement se pencher un peu davantage sur l'IMM 008, le formulaire de demande générique pour le Canada, qui est, je vous le rappelle, intégré dans le portail. Alors, il y a un préambule, comme vous pouvez le voir, il y a une introduction au formulaire. Assurez-vous de la lire, surtout si c'est la première fois que vous remplissez ce formulaire dans le portail. Donc, si le demandeur principal réfugié peut accéder au portail, il ou elle peut remplir ce formulaire. Mais il est fort possible que ce soit les répondants qui doivent remplir ce formulaire au nom du demandeur principal s'il ne peut pas accéder au portail. Alors, si vous êtes un répondant qui remplit ce formulaire au nom du demandeur principal, assurez-vous, premièrement, de bien lire le guide à l'intention des demandeurs à l'étranger. Pour, encore une fois, bien savoir quels documents sont obligatoires et quels renseignements plutôt sont obligatoires. Mais vous devriez également avoir sous la main certains documents comme le passeport du demandeur principal, donc une copie plutôt du passeport s'il en a un,
ou une copie de sa carte d'identité nationale ou encore une copie de son document de détermination de statut de réfugié, parce qu'on vous demandera certains renseignements qui se trouvent sur ces documents. Donc, pour pouvoir remplir le formulaire, vous aurez besoin soit d'avoir une copie de ces documents ou au moins d'avoir les renseignements pertinents. Alors, une fois que vous aurez lu le préambule, vous pouvez cliquer sur « Continuer » pour commencer à remplir le formulaire. Dans le formulaire, encore une fois, vous trouverez sur la gauche un menu de navigation qui vous indique dans quelle section du formulaire vous vous trouvez et vous devez remplir et enregistrer tous les champs signalés d'une astérisque rouge avant de pouvoir passer à la section suivante. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que la question sur la communauté où le demandeur a l'intention de vivre n'est pas signalée comme étant obligatoire dans ce formulaire. Mais ça ne signifie pas que vous pouvez laisser cette question en blanc. Le formulaire de demande générique pour le Canada, vous le savez peut-être, s'applique pour tous les programmes d'immigration, tous les programmes de résidence permanente au Canada. Mais dans certains programmes, cette question-là sur la communauté d'établissements prévus n'est pas obligatoire, alors que pour le programme de parrainage privé des réfugiés, elle l'est. Alors, même si la question n'est pas précédée d'une astérisque rouge, vous devez quand même y répondre pour éviter qu'un agent du gouvernement retourne la demande parce qu'il manque des renseignements. Alors, encore une fois, ne vous fiez pas trop, ne tombez pas dans les pièges du portail, fiez-vous toujours au guide en cas de doute. Alors, une fois que vous aurez saisi des réponses pour tous les champs obligatoires, vous pouvez cliquer sur le bouton Enregistrer et continuer au bas de la page. Vous pourrez bien sûr revenir à une page que vous avez déjà remplie plus tard si vous avez remarqué qu'il manque des renseignements qui sont obligatoires pour le programme de parrainage privé des réfugiés. Et une fois que vous aurez rempli toutes les questions qui sont précédées d'une astérisque rouge, vous verrez du côté gauche de la page qui montre les différentes sections du formulaire qu'il y a des petites coches vertes. Ça ne signifie pas, encore une fois, que vous avez rempli tous les renseignements obligatoires pour le parrainage privé des réfugiés, mais plutôt que vous avez saisi quelque chose pour tous les champs qui sont précédés d'une astérisque rouge. Une fois que vous aurez rempli tous les champs précédés d'une astérisque rouge pour le demandeur principal, vous pourrez passer à la section des personnes à charge qui se trouve à la fin. Et donc, la section des personnes à charge, elle aussi, elle est précédée d'une introduction qu'on vous recommande de lire, surtout la première fois où vous allez remplir le formulaire. Sachez que pour remplir les renseignements sur les personnes à charge, vous devez déjà avoir ajouté ces personnes à charge au profil du demandeur principal. Si vous ne l'avez pas fait, quand vous avez commencé la demande, disons, vous avez seulement rempli les renseignements du demandeur principal et vous avez commencé ensuite à remplir l'IMM 008, ça n'est pas grave. Vous pouvez ajouter les personnes à la charge du demandeur principal en cliquant sur le lien qui se trouve à la fin de la boîte bleue dans la page des personnes à charge du formulaire IMM 008. Ça vous ramènera dans le profil du demandeur principal où vous pourrez ajouter des renseignements de base sur les personnes à charge. Et une fois que vous aurez ajouté ces personnes à charge, les personnes apparaîtront dans une liste dans la page correspondante de l'IMM 008. Une fois que vous aurez saisi toutes les données personnelles de chaque personne à charge, le statut de chaque personne sera complété. Et une fois que vous aurez terminé de remplir tous les renseignements sur chaque personne à charge, le bouton « Remplir et poursuivre la demande » au bas de la page sera activé et vous pourrez cliquer dessus pour retourner dans la page de navigation de la demande en général.
Et vous le voyez peut-être ou peut-être pas, parce qu'encore une fois, c'est très petit, mais du côté gauche de la page, dans le menu de navigation, maintenant, à côté de l'IMM 008, on a une coche verte qui signifie, bien sûr, qu'on a rempli tous les champs précédés d'une astérisque rouge. Mais ça ne signifie pas forcément qu'on a rempli tous les champs qui sont obligatoires pour le programme de parrainage privé des réfugiés, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors, on va passer sur l'IMM 5669, le formulaire d'annexe A, antécédent déclaration. Il est également intégré dans le portail. C'est un peu le même principe, mais je n'ai pas envie de vous retenir ici jusqu'à minuit. Alors, on va passer aux sections suivantes. Donc, avant même de voir la section des formulaires de demande supplémentaires, dans le menu de navigation de gauche, on a ensuite les formulaires PDF. On les a vus tout à l'heure. Pour un groupe de 5, c'est l'engagement de parrainage et l'annexe 2 du demandeur principal. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Vous devez les remplir à l'extérieur du portail. Donc, il y a eu des changements à ces formulaires. On offre des formations sur ces formulaires-là également si vous voulez découvrir les changements. Mais sinon, c'est le même principe que jusqu'à présent pour remplir ces formulaires-là. Et là, on va parler des formulaires de demande supplémentaires. Il se pourrait que vous ayez à soumettre d'autres documents à part ceux qui sont obligatoires. Alors, vous pouvez taper dans la barre de recherche un nom de formulaire pour le trouver et le télécharger pour le remplir puis le téléverser. Mais je vais vous donner une petite astuce. Il y a énormément de formulaires dans cette demande et la plupart n'ont rien à voir avec le programme de parrainage privé des réfugiés. Il y a seulement 3 formulaires parmi tous les formulaires qu'on peut rechercher dans cette section qui concerne le programme de parrainage privé des réfugiés. Les autres, vous pouvez les ignorer totalement. Et même ces 3 formulaires-là, très souvent, vous n'aurez pas à les soumettre. Mais au cas où, les 3 formulaires que éventuellement vous pourriez avoir à téléverser dans la section des formulaires de demande supplémentaires sont l'IMM 5476 de recours au service d'un représentant. C'est le formulaire qui doit être rempli s'il y a un représentant qui agit soit au nom du groupe de parrainage, soit au nom du demandeur principal, comme on en a parlé juste avant la pause. Le deuxième formulaire, c'est l'IMM 5956 de désignation de représentants dans une collectivité d'établissement prévu. Donc ça, c'est pour les cas où certains membres du groupe de parrainage n'habitent pas dans la communauté où la personne parrainée s'établira. Alors, il faut désigner des représentants qui se trouvent dans cette communauté. Alors, vous pourrez donc télécharger ce formulaire à partir de cette section du portail, puis une fois qu'il sera rempli, le téléverser dans la rangée correspondante en cliquant sur le bouton télécharger. Et finalement, il y a l'IMM 5604 c'est le formulaire de déclaration pour parents ou tuteurs légaux qui n'accompagnent pas un enfant mineur immigrant au Canada. C'est un formulaire que vous rempliriez si, par exemple, le demandeur principal était divorcé et avait des enfants qu'il voulait faire venir au Canada sans l'autre parent. Donc, dans ce cas-là, vous rempliriez ce formulaire-là. Mais comme vous pouvez le voir, ces 3 formulaires qui se trouvent dans la section des formulaires de demande supplémentaires sont facultatifs. Et ensuite, on a également, la prochaine section, pardon, c'est la section des documents justificatifs. Alors, les documents justificatifs pour un groupe de 5 ou pour un répondant communautaire, c'est les photos des demandeurs réfugiés et le document de détermination de statut de réfugié du demandeur principal. Donc, vous pouvez les téléverser en cliquant sur le bouton, pardon, j'y suis allée un peu rapidement, sur le bouton télécharger. Mais voilà les 2 seuls documents justificatifs obligatoires. Il se pourrait que le demandeur principal
veuille soumettre d'autres documents qui ne sont pas obligatoires, mais qui appuient son récit, le récit de pourquoi il a dû fuir son pays et de comment il a fui. Ces documents-là, il faudrait les téléverser dans la section des documents justificatifs supplémentaires. Donc, pour ajouter des documents, il faudra les rechercher, encore une fois, dans la boîte de recherche. Vous pouvez même taper la première lettre du document pour faciliter votre recherche. Mais encore une fois, il y a énormément de documents qu'on pourrait ajouter dans cette section. Donc, je vais vous en faire une démonstration. On a déjà téléversé certains documents, on a déjà choisi certains documents qui pourraient être pertinents éventuellement pour un demandeur principal réfugié. Mais comme vous pouvez le voir, l'image ne cesse de défiler. Il y a énormément de documents justificatifs qu'on pourrait possiblement rajouter dans cette section et la très grande majorité n'ont rien à voir, encore une fois, avec le programme de parrainage privé des réfugiés. Je tiens cependant à vous avertir de ne pas sélectionner le document affidavit de traduction. Si vous voulez téléverser des traductions de certains documents, ne choisissez pas affidavit de traduction, ça va mélanger l'agent du gouvernement. Ce qu'on recommande de faire plutôt, c'est de fusionner la traduction avec l'original. Alors, on va prendre un exemple. Disons que notre demandeur principal voulait soumettre une vérification de son casier judiciaire et que cette vérification était au départ en arabe, qu'elle a été traduite en français par la suite et que vous voulez téléverser l'original et la traduction. Alors, ce qu'on vous demande de faire, c'est fusionner l'original et la traduction en un seul document, puis téléverser ce document fusionné dans le portail. Ça permettra aux agents de se retrouver bien plus facilement. Ils sauront donc que la traduction correspond à ce document d'origine-là. Et maintenant, on va passer à la dernière section de la demande qui est la déclaration. C'est, en d'autres mots, c'est la signature du demandeur principal réfugié. Si le demandeur principal n'a pas été invité au portail, il faudra que les membres du groupe de parrainage téléchargent une version PDF du formulaire de consentement et de déclaration. Donc, ça sera comme tous les autres formulaires PDF. Il y a un lien en dessous du nom du document. Vous le ferez signer par le demandeur principal, puis vous allez le téléverser dans le portail. Si vous ne voyez pas le lien en dessous du nom du formulaire, ou si le gros bouton télécharger n'est pas activé, c'est un signe que vous avez choisi l'option d'inviter le demandeur à la demande dans le portail, mais qu'il n'a pas pu accéder au portail. Alors, dans ce cas-là, pour régler ce problème-là, vous allez cliquer sur le lien qui se trouve à la fin du texte en dessous du bouton « Télécharger » pour revenir dans la page de gestion des membres du groupe. Puis, vous allez choisir l'option « Non » pour la question « Le demandeur principal pourra-t-il signer sa demande numériquement dans le portail ?» Vous allez dire non. Et là, quand vous retournerez dans la section de la demande qui comporte la déclaration, le lien pour télécharger la déclaration sera là et le bouton télécharger sera actif. Mais si vous aviez invité le demandeur principal au portail, dans la section de la déclaration, le répondant principal, cette fois-ci, donc le membre du groupe qui a amorcé la demande, pourrait vérifier si le demandeur a signé la déclaration en cliquant sur le bouton « Visualiser » pour jeter un coup d'œil à la déclaration pour voir. Seul le réfugié peut remplir et signer électroniquement la déclaration. Même si d'autres personnes peuvent l'aider à remplir les formulaires et à les téléverser, il est le seul qui peut signer sa demande. Donc, il faut trouver un moyen de le faire signer.
Alors, si le demandeur principal a été invité à la demande et qu'il peut accéder au portail, pour ce faire, lui, à partir de son point de vue à lui, il va voir un bouton qui dit « Commencer » dans la section du formulaire de consentement et déclaration. Il va cliquer sur « Commencer » pour voir la déclaration. Donc, comme d'habitude, il y a du texte qu'il devra lire et des questions auxquelles il devra répondre. Puis, il devra continuer de faire défiler pour lire ce à quoi il consent. Et finalement, il va exprimer son consentement en signant électroniquement le formulaire intégré dans le portail. Et pour ce faire, il suffit de taper son nom complet dans le champ indiqué. Donc, si le demandeur principal a accès au portail, ça simplifie les choses parce qu'il n'aura plus à signer manuellement la demande. Il pourra tout simplement taper son nom dans le portail. Et il pourra ensuite continuer à faire défiler pour lire le reste. Et une fois qu'il sera rendu en bas, il pourra, une fois qu'il aura tapé, cliquer sur le bouton « Remplir » et poursuivre la demande pour se retrouver dans le reste de la demande. J'ai l'impression que j'ai... Ah non, voilà. Je croyais que j'avais cliqué sur le bouton pour faire un retour en arrière, mais là, on se retrouve dans la section de la déclaration que peut voir le répondant principal, donc le membre du groupe de parrainage. Lorsque le réfugié aura signé la déclaration, vous pourrez faire défiler jusqu'au bas de la section de la demande. Vous trouverez alors le bouton de soumission de la demande. Si le bouton n'a pas été activé, c'est parce qu'il manque des éléments. Et vous verrez des messages d'erreur en dessous du bouton de soumission pour vous indiquer les éléments manquants. En passant, ce bouton sera également désactivé si vous n'êtes pas le répondant principal, parce qu'encore une fois, seul le répondant principal peut soumettre la demande. Avant de soumettre la demande, le répondant principal va tout vérifier pour assurer qu'il ne manque rien, que tous les formulaires ont été remplis correctement, que les bons documents ont été téléversés. Et le répondant principal va lire le petit préambule avant de cliquer le bouton de soumission, mais sachez que vous pouvez ignorer la consigne selon laquelle vous devez vous assurer d'avoir inclus la preuve que vous avez. Bien sûr, pour les demandes de parrainage privé de réfugiés, il n'y a pas de frais, donc laissez ça de côté. Une fois que vous aurez répondu à chaque message d'erreur, le bouton « Confirmer et soumettre votre demande » sera activé. Et si, en tant que répondant principal, vous jugez que la demande est complète, vous pouvez cliquer sur ce bouton. Une fois la demande soumise, vous ne pouvez plus la modifier dans le portail. Le portail sert uniquement à soumettre les demandes. La seule exception, c'est si, une fois que vous avez soumis la demande, un agent du gouvernement va faire un premier examen et s'il juge que la demande est incomplète, à ce moment-là, vous recevrez un courriel à l'extérieur du portail qui explique les éléments manquants. Et la demande sera alors déverrouillée pour que vous puissiez faire les corrections nécessaires, mais seul le répondant principal pourra se rendre dans la demande pour pouvoir la soumettre à nouveau. Alors, félicitations, on a terminé et soumis une demande dans le portail RP. Je vais maintenant repasser la parole à Bethléem qui va nous faire quelques remarques avant de terminer la séance. Alors, Bethléem, la parole est à toi. Merci Lydia. Alors, à propos de la courriel automatique, le portail RP envoie des courriels automatiques suite à certaines actions. Le premier courriel automatique sera envoyé au répondant principal lorsqu'il amorcera la demande. Le répondant est le seul membre du groupe qui reçoit cette notification que la demande a été commencée dans le portail. Ensuite, si le demandeur principal a été invité à la demande dans le portail, il ou elle recevra un courriel comportant un lien unique pour lui permettre de se connecter au portail.
Et c'est le même principe pour les autres membres du groupe de parrainage. Alors, chacun recevra un courriel avec un lien vers le portail. Et si le demandeur principal a un représentant, par exemple un représentant non rémunéré, le représentant recevra également un courriel avec un lien. Par contre, si c'est un représentant rémunéré qui a commencé la demande au nom du groupe de parrainage, c'est alors ce représentant qui devra inviter le répondant principal au moment de commencer la demande. Dans ce cas-ci, le répondant principal recevra une invitation par courriel l'avisant qu'il a été invité à la demande. Et aussi, le répondant principal pourra accéder au portail pour voir ou remplir la demande. Mais ce n'est pas obligatoire dans ce cas-ci. Alors, le répondant principal peut choisir de donner au représentant rémunéré la permission de prendre en charge le dossier de sa totalité. Et la raison principale pour laquelle le répondant principal doit être invité est pour qu'il puisse recevoir des notifications automatiques du portail par courriel. Lorsqu'un membre du groupe est retiré de la demande, le répondant principal ou le représentant rémunéré du groupe de parrainage et toutes les autres personnes invitées à la demande reçoivent une notification par courriel. Lorsque la demande est soumise, le répondant principal ou le représentant rémunéré et toutes les autres personnes invitées à la demande reçoivent une notification aussi par courriel. Lorsque la demande est retournée, seul le répondant principal ou le représentant rémunéré du groupe recevra la notification. C'est parce que le répondant principal aura la responsabilité de soumettre la demande à nouveau. Une fois que la demande est soumise et qu'elle aura été vérifiée par un agent d'IRCC et jugée complète, un accusé de réception sera envoyé par courriel à l'extérieur du portail. Ce courriel viendra du compte du CORO, Centre des opérations de réinstallation à Ottawa, et comportera le numéro G, le numéro G. Alors, à partir de ce moment, toute la correspondance se fera à l'extérieur du portail. Les procédures pour obtenir des mises à jour de l'état de la demande ou pour mettre à jour la demande seront donc toujours les mêmes qu'avant le lancement du portail. Donc, ça va être, vous allez faire les correspondances à l'extérieur du portail. Il y a d'autres actions qui ne peuvent pas être effectuées dans le portail. Il y a en particulier plusieurs types de demandes qu'on ne peut pas soumettre dans le portail, comme les demandes dans le cadre du délai prescrit d'un an. Il faudra continuer à soumettre les demandes conformément à la procédure actuelle. Les demandes pour le programme mixte des réfugiés désigné par un bureau des visas ne peuvent pas être soumises aussi par l'entremise du portail non plus. Il faudra également les soumettre conformément à la procédure actuelle. Et pour ajouter une nouvelle personne à charge, après la soumission de la demande, il faudra aussi le faire à l'extérieur, conformément à la procédure actuelle décrite dans les guides de demande de parrainage de réfugiés.
Pour d'autres types de mise à jour concernant la demande, les répondants devraient suivre la procédure actuelle. Lorsque la demande est au Canada, pour obtenir ou donner des mises à jour, il faut communiquer par courriel avec le Centre des opérations de réinstallation à Ottawa, CORO. Et lorsque la demande sera transmise à l'étranger, il faut normalement communiquer avec le bureau des visas au moyen d'un formulaire web. Donc, vous avez probablement plein de questions. Sur ce nouveau portail, vous avez peut-être plein de questions sur ce nouveau portail de soumission des demandes, mais avant de vous passer la parole, on en a anticipé quelques-unes. On va vous les présenter après, et après on passera à la période des questions. Alors, vous vous demandez peut-être comment est-ce que je peux accéder au portail, de quel matériel j'en ai besoin. Vous pouvez vous servir donc de n'importe quel ordinateur, il peut être tablette ou appareil mobile. Et il vous suffit d'avoir accès à l'Internet et utiliser un navigateur web comme Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou bien un Safari sur les appareils Mac ou Apple. Voici de nouveau l'adresse web à laquelle vous pouvez accéder au portail numérique de résidence permanente. Deuxième question que vous pourrez déjà vous poser, c'est comment vont faire les répondants qui ne sont pas à l'aise avec l'informatique et avec les ordinateurs. Enfin, IRCC reconnaît que le portail numérique peut représenter un obstacle à l'accessibilité pour plusieurs clients. Alors, les demandes soumises par la poste seront toujours acceptées. Mais il faut sachez que le traitement des demandes soumises par la poste sera plus lent parce qu'il faudra toujours numériser à chaque page de chaque document avant de procéder à l'évaluation. Donc, il faut sachez aussi qu'il faudra toujours taper les formulaires à l'ordinateur, même si vous soumettez le document par la poste. Et finalement, vous vous demandez peut-être vers qui vous tournez en cas de problème ou de questions sur le portail numérique. Il y a plusieurs ressources à votre disposition. Premièrement, chaque guide de demande de parrainage rédigé par IRCC a été mis à jour et contient désormais les directives pour soumettre les demandes par l'entremise du portail. Et si vous avez des problèmes techniques avec le portail ou avec la soumission de votre demande, vous pouvez demander de l'aide grâce au formulaire web d'IRCC. Le PFPA va aussi proposer plusieurs ressources dans les semaines et mois à venir. Outre cette visite guidée du portail, on mettra aussi des courtes vidéos sur notre chaîne YouTube et sur notre site web qui vont démontrer comment, par exemple, créer un compte utilisateur et comment ouvrir une session sur le portail. Et vous pouvez aussi également trouver une foire aux questions à propos du portail sur notre site web. Et finalement, nos formateurs peuvent vous aider
la première fois dont vous vous servirez du portail. Alors, merci beaucoup et nous sommes arrivés à la fin de notre présentation. Alors, nous allons maintenant du temps pour répondre à vos questions. Donc, voilà. Alors, on est conscient du fait qu'on a déjà dépassé l'heure, on a déjà débordé. Il est déjà 20h02, heure de l'Est. Alors, si vous devez nous quitter, on comprend très bien. Je vais tout simplement afficher la diapositive avec nos coordonnées au cas où vous ne pourriez pas rester, mais que vous avez des questions. Vous pouvez nous appeler ou nous écrire plus tard, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui peuvent encore rester quelques minutes, ça nous ferait plaisir de répondre à quelques questions.